Officiellement, malien. Oui, c'est important. Mais moi, j'ai toujours été, avant, par le passé, apolitique. En me disant, non, la politique, voilà, c'est tous des menteurs, etc. et tout, non. Mais au fait, on fait tous de la politique. On en fait tous. Pourquoi est-ce qu'on devrait copier notre pâle copie même, j'aimerais dire? Parce qu'aujourd'hui, on voit les défaillances du système dans lequel on vit. La main qui nous nourrit là, mais c'est elle qui va décider pour nous. C'est clair. La main qui nous nourrit là, nous maintient dans un état d'inaction. Si tu prends par exemple avant les petits déjeuners, moi j'étais au Mali en 98. Mais le petit déjeuner en 98, c'était le sombi, le moni, les trucs comme ça. Le dessert, c'était le déguet. Mais aujourd'hui, quand tu vas au Mali, c'est le croissant, c'est le pain au chocolat. Moi, je me suis toujours vu, et je le suis toujours, c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Je m'habille toujours en africain, j'ai toujours des petits clins d'œil et tout ça, parce que j'aime l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique dans sa globalité. Ouais. C'est un continent qui est magnifique, c'est un continent qui a toujours contribué au développement du monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue encore dans ce Mansa Talk en compagnie de mon cher frère Malik Sall. Comment Bonjour. tu vas? Alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Toujours un plaisir, toujours content de pouvoir avoir l'opportunité de faire ces épisodes-là et puis d'échanger. Surtout, c'est un thème qui est très important aujourd'hui pour nous. Yes. Donc, hâte. Yes, on va parler un petit peu de la communauté, du panafricanisme et aussi de notre envie et de cette volonté de voir vraiment notre communauté briller. Pourquoi, comment? Mais avant ça, j'ai une petite question qui m'est venue. Hein. Tu sais, nous, c'est spontané comme ça. Si tu avais une bonne nouvelle à nous annoncer là, comme ça, tu dirais quoi? Une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, hein, franchement. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de bonnes nouvelles. Celle qui me vient en tête là, tout de suite, ça va être la certification que je suis en train de passer. Ok. Je suis en train de me certifier comme formateur Productive Muslim, avec comme objectif du coup de travailler, de combiner cette passion de la productivité avec la spiritualité, ça a toujours été un élément pour moi qui était important, même dans ma vie professionnelle. Comment est-ce que j'arrivais à combiner, ou en tout cas à marier ces deux mondes qui sont le business et la spiritualité. Et alhamdulillah, c'est un projet dans lequel je me suis lancé depuis plusieurs mois et qui arrive à la fin. Donc, Inch'Allah, j'espère que les résultats seront positifs. Mais c'est pour moi une hyper bonne nouvelle de pouvoir utiliser ce que j'ai appris durant ces derniers mois pour servir la Oumma, tout simplement. Donc, alhamdulillah. En tout cas, ça fait plaisir. Merci. Parce que pour moi, c'est aussi un exemple de ce qu'on veut voir de notre communauté, justement, plus de gens en fait qui vont s'aligner, des gens qui vont lier justement leur spiritualité, parce que nous sommes des êtres spirituels. Et donc, comment on va lier notre spiritualité à ce qu'on va faire et surtout faire quelque chose qui a du sens, se sentir utile. Je pense que pour nous, c'est important. Clairement. Et tu es un exemple justement de cela. Moi aussi, j'ai une petite bonne nouvelle. Ah bah, j'allais te poser la question. Ça tombe bien. Moi, j'ai envie de partager, j'ai un petit message à partager à la communauté. C'est très important. Ok. Voilà. Officiellement, malien. Oui, c'est important. C'est important. Vraiment, tu sais, Malik, justement, en plus, ça va venir avec le thème qu'on va parler aujourd'hui, justement, ce côté Afrique. Il y avait une chose que tu as dit, souvent que tu répètes, de Nkrumah. Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Absolument. Moi, j'aime bien dire ça maintenant. Je ne suis pas malien parce que je suis né au Mali. Je suis malien parce que le Mali est né en moi. Et subhanallah, tu vois,
il y a eu, tu sais, récemment, il y a un problème avec la France et le Mali, ce qui fait que ils ont bloqué les passeports. Voilà, les passeports européens, français sont bloqués, tu peux pas aller au Mali, etc. Et moi, comme tu le sais, je fais des choses au Mali. Absolument. Et j'aime le Mali de fou. Et je pense que j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Et vraiment, j'étais très frustré. Tout le temps que je ne pouvais pas aller au Mali, j'étais frustré. On m'a proposé plein d'alternatives, mais c'était très compliqué. Et subhanallah, Allah, il m'a facilité. J'ai eu cette envie et cette volonté de le faire déjà, parce que j'avais vraiment envie de retourner. Il y a une sœur qui s'appelle Matiaba, et qui suit beaucoup le podcast. D'ailleurs, qui suit, donc on te salue. Salut Matiaba. Voilà, et qui m'a dit, Mohamed, elle m'a permis d'avoir un rendez-vous à Orléans, parce qu'il n'y en avait plus à Paris, etc. Bref, et alhamdoulilah, j'ai pu avoir ce passeport. Et depuis que je l'ai, subhanallah, c'était au mois de septembre, direct, je suis parti au Mali. Je crois que je suis parti au Mali 2 semaines après. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Je suis parti, début octobre, Je suis parti au Mali avec mes parents. Un moment incroyable, justement. Je pense qu'il va nous amener aussi, tu vois, par rapport à, comme tu dis, les choses que je fais. On a fait de l'agriculture ensemble. C'était... déjà, on n'avait pas prévu d'y aller ensemble. Chacun devait aller de son côté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les plans. Donc, on est tous partis en même temps, dans le même vol. Je me rappelle, tu avais pris ton billet et vous avez dû le changer, etc. J'ai dû changer parce qu'à la base, je ne vais pas partir là. Mais, qadarallah, alhamdoulilah, c'était un bien. C'était un bien. Donc, ensuite, voilà, là-bas, agriculture, on a vu un petit peu les business et tout. J'ai fait une conférence aussi sur l'art du tawakkul. Le tawakkul au service du business. Vraiment un moment magnifique. J'ai été en Guinée aussi. Grâce à ce passeport aussi, parce que quand tu vas en Guinée, il faut le visa si tu as un passeport français. Et comme j'avais ce passeport-là, bon, les chers frères et sœurs guinéens m'ont laissé rentrer, tu vois. J'ai fait la Ramadan, j'ai fait plein de voyages, mais vraiment, ça a débloqué beaucoup de choses dans ma personne, dans ma tête. Alors, pour certaines personnes, c'est qu'un papier, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est qui je suis, c'est mon avenir. Et pourquoi je l'ai sorti et je l'ai ramené, ce passeport-là? Ma femme, elle me dit, mais tu l'as tout le temps, parce que je veux faire un message à toutes les personnes de la diaspora. Vraiment. De dire que, OK, vous êtes français, il n'y a pas de souci. Mais, s'il vous plaît, faites votre passeport. Que ce soit le passeport malien, sénégalais, guinéen, africain, peu importe quel pays vous êtes, si vous avez la possibilité, parce que je sais qu'il y a des pays, il n'y a pas la possibilité d'avoir 2 passeports. Je crois comme le Cameroun, je crois que c'est soit tu es français, soit tu es camerounais. Il y a un truc comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a des pays comme ça. Voilà. Mais la plupart, nous en tout cas, les Westaf, on a cette possibilité d'avoir les 2 passeports. Ne traînez pas, surtout les Maliens. Pourquoi? Là, récemment, il y a un frère qui m'a appelé de Médine pour aller voir son père à l'hôpital parce que son père était malade et au Mali, on lui dit que ça va, mais lui, il a le ressenti que ça ne va pas. Malheureusement. C'est quand tu étais au Mali, hein, c'est ça? C'est quand j'étais au Mali, là, subhanallah, exactement. Et donc, je vais voir le père ne va pas bien. Et le soir, son père décède, donc je dois lui annoncer. Et la problématique qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils sont plusieurs frères et sœurs qui veulent venir au Mali en urgence. Mais il faut le passeport. Donc, on ne sait pas de quoi il fait demain. On a des parents, ne serait-ce que pour ça, de le faire, de se dire, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et autre chose aussi, c'est que vous êtes des Africains et que nous sommes la diaspora et qu'il faut qu'on contribue à ce développement de l'Afrique. Il faut y aller. Il y a un frère quand j'étais là à la Rambra qui disait... Oui, j'ai envie d'y aller, mais qui avait beaucoup de doutes et de peur sur l'Afrique, vu que l'image de l'Afrique a été dégradée. C'est pour ça qu'on est là aussi dans ce podcast-là. C'est de raconter nous-mêmes nos frustrations, nos plaisirs, nos envies, nos volontés, et de se dire qu'il faut y aller. Il faut aller en Afrique. Faites votre passeport. Inch'Allah, ça ne prend pas de temps. Yahya, le passeport, Inch'Allah, c'est pas facile, mais avec la volonté, tout est possible. Donc, non, c'est clair. Bon, après, moi, j'ai pas les mêmes problèmes que vous. Hein. Moi, je suis un blédard. Oui, toi, mais c'est ça. Alhamdulillah. Même quand je t'avais dit au Mali, tu me dis, mais moi, je peux aller. Moi, je peux y aller. Je peux aller où je veux, moi. Moi, j'ai pas de problème. Non, mais c'est important. C'est un bon message à passer parce que on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que certains n'ont pas la volonté forcément de rentrer en Afrique à court terme. Ça peut, il y a pas de mal à ça, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et si on veut parler d'un point de vue purement business, même sans parler d'un point de vue attachement, etc., d'un point de vue culturel et tout, aujourd'hui, et on en parlera, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, on le sait. Donc, d'un point de vue business, c'est important d'avoir effectivement ce passeport-là. Au-delà du business maintenant, si vous êtes attaché effectivement à vos racines, attaché à votre pays d'origine, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, quel que soit le pays,
C'est important, effectivement, de pouvoir revendiquer cette citoyenneté-là. Parce que lorsqu'on est attaché à un pays, on veut voir ce pays évoluer. Et souvent, quand tu veux voir ce pays évoluer, tu as besoin de faire porter ta voix aussi. C'est quelque chose qu'on minimise, etc. Mais moi, j'ai toujours été, avant, par le passé, apolitique. En me disant, non, la politique, voilà, c'est tous des menteurs, etc. Et tout, non. Mais au fait, on fait tous de la politique. On en fait tous. Et si on veut impacter positivement l'Afrique, dont on va parler, il y a cette composante aussi de se dire, bah, pour impacter l'Afrique, il faut porter sa voix politiquement. Ça ne veut pas dire de s'engager en politique, mais ça veut dire de pouvoir soutenir des initiatives politiques qui nous paraissent justes. Et ça, si on veut le faire, c'est avec la citoyenneté. Yes. Je ne peux pas dire que je vais aller au Sénégal et puis porter ma voix à Diomaye Faye ou à Sonko, etc. si je n'ai pas le passeport sénégalais. Ce n'est pas possible. Yes. Donc, dans cette dynamique-là, je trouve que c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. Si on parle d'impacter l'Afrique, ça passe par ça. Ça passe par choisir qui on veut à la tête de nos pays. Choisir qui on veut pour nous gouverner. Choisir qui on veut voter les lois qui s'appliquent à nous. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la légitimité de clamer cette citoyenneté. Donc, c'est super important. Donc, tu as bien fait de ramener ton passeport, clairement. Yes. Non, mais justement, c'est ce que tu dis, c'est super important. Et avant de passer encore, bon, comme tu sais, c'est en mode, c'est un échange. On voit que, voilà, tu as envie d'impacter l'Afrique et tu as parlé de personnes, de choisir qui. Ouais. Et on voit aussi que la plupart des personnes qui nous ont impactés, qui ont impacté l'Afrique, sont des personnes qui ont été beaucoup dans la politique. Hein, si on prend des Sankara, tout ça. Toi, dans cet univers, on va parler aussi de panafricanisme, mais j'ai juste une question à te poser, et après tu me la reposeras, c'est dans toutes les personnes qui ont impacté l'Afrique, quelle est, toi, la personne qui t'a le plus impacté ? Et pourquoi ? Ouais. Et c'est quoi les caractéristiques, les traits de caractère que tu aimes chez cette personne ? C'est une question difficile, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Si je dois commencer par une personne qui est la personne pour laquelle on s'appelle les Mansa, c'est Mansa Moussa. Déjà, à la base, d'un point de vue, de par son leadership, de par les valeurs qu'il a portées, etc., de par comment est-ce qu'il a gouverné, de par la justice dont il a fait preuve et de par la bonté aussi dont il a fait preuve. Donc tout ça, au fait, si je devais citer quelqu'un, je citerais cette personne. Mais pour pas faire cliché, parce que c'est Mansa, etc. Yes. Si je pense à une autre personne, un leader effectivement qui a impacté, qui nous a impacté, c'est dur comme question, il y en a plusieurs. Yes, mais vraiment celui qui te parle le plus. Et qui vient là tout de suite. Hein. Je dirais Nelson Mandela quand même. Ok. Nelson Mandela parce que on connaît Nelson Mandela de par l'altruisme dont il a fait preuve, de par la résilience dont il a fait preuve, dans sa personne, tu vois, de comment est-ce qu'il était. Quand on parle de Mandela, on parle toujours de... Il a fait 27 ans, si je ne me trompe pas, en prison, c'est vrai, on parle etc., que de ses 27 ans de prison. Ouais. Voilà, 27 ans de prison, il a patienté, etc. L'homme gentil, au fait. On parle de l'homme gentil lorsqu'on parle de Mandela. Moi, c'est une autre facette de Mandela qui m'a impressionné. C'est au-delà de l'homme gentil, c'est un homme qui est très tranché dans ses positions. C'est un homme qui, d'ailleurs, il y a cette... c'est un événement où je crois que ce n'était pas une interview, mais parce qu'il y avait un grand public. En tout cas, il avait participé à une sorte de show où on lui posait des questions, etc. et tout. Et moi, ce qui m'a fasciné chez Mandela, c'est sa prise de position sans bégayer, au fait. Sur cette émission-là, on lui avait posé la question, c'est l'intervieweur qui lui avait posé la question, et qui parlait effectivement de sa position par rapport à la Palestine notamment. Par rapport à la Palestine, etc. et tout. Et en gros, l'intervieweur lui faisait comprendre que, mais au fait, votre position là, c'est pas la position de l'Occident. Nous, notre position, c'est ça, etc. et tout. Donc, et le challenger un peu dessus. Au fait, ce qu'il a répondu, c'était extraordinaire. Il a répondu en disant, et je paraphrase, en disant en gros, mais qu'est-ce qui vous dit que votre baromètre par rapport à vos valeurs, c'est pas le nôtre?
on a notre baromètre et vous avez le vôtre. On ne se base pas sur vos opinions, votre point de vue, etc. pour prendre nos décisions. On est nos propres décisionnaires, au fait. Donc, on peut très bien prendre la décision, nous, par rapport à nos intérêts, d'avoir tel ou tel allié et de supporter telle ou telle cause. C'est pas parce que vous la supportez pas que nous, on devrait pas la supporter. Et franchement, quand il a parlé, on n'a pas vu le Nelson Mandela patient de 27 ans de prison. On a vu le leader, au fait, qui se dit, on a une position, elle est différente de la vôtre, et alors, au fait. Et donc, on est maître de nos décisions, on est maître de notre destin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué chez Nelson Mandela. Et je pense qu'il a inspiré aussi une génération, plusieurs générations de leaders après, qui ont perpétué cette dimension particulière du leadership. Au-delà de l'aspect, on est gentil, etc., passif. Non, il y a aussi, on est gentil, mais vous n'allez pas nous marcher sur la tête. On est nos propres décisionnaires, on prend notre avenir en main, et c'est par rapport à nos intérêts, l'intérêt de nos nations et de notre continent qu'on avance. Wow. Donc voilà. Après, je pourrais en citer encore 10 autres de leaders, mais c'est ça qui m'est venu en tête. Yes. Premièrement. Et donc, parce que ça aussi, tu sais, des fois, tu fais des lives. Des fois, tu fais des lives, débats et tout ça. Et donc, tu vois, on voit que quand même, si te marque, il y a des choses qui te touchent. Et si on est sur le débat d'aujourd'hui, donc du côté panafricaniste et tout, toi, tu dis prendre nos propres décisions, de faire nous-mêmes. Justement, pour creuser encore, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi c'est important pour toi, justement, ce côté que nous-mêmes, on doit faire par nous-mêmes, avec notre vision du monde, et pas la vision des autres? Alors, je vais faire déjà un petit clin d'œil à Ibra Débat, parce qu'effectivement, je participe souvent au débat de Ibra. Donc, Ibra Débat, n'hésitez pas à suivre son compte, c'est super intéressant. Donc, on discute de sujets comme ça, pas pour savoir qui a raison, qui a tort, mais vraiment pour éduquer. Donc, très beau compte à suivre. Et pour répondre à ta question, du coup, pourquoi c'est important pour moi? Parce que, déjà, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes histoires. Et je pense que si on ne prend pas les décisions par rapport à notre histoire, notre vécu et nos intérêts, on dénature le résultat. Je m'explique. L'Afrique, c'était des empires, des royaumes. On avait une certaine manière de gouverner, on avait une certaine souveraineté. Il faut qu'on remette aussi les choses en contexte parce que souvent, ce n'est pas dit, etc. etc. Mais le premier document qui, on pourrait l'assimiler un peu à la Déclaration des droits de l'homme, ça a été fait en Afrique. Ça a été fait en Afrique. Je laisserai Yahya Bakayoko nous faire l'histoire même, mais ça a été fait en Afrique, premièrement, avant tout. Donc, ça prouve que... La charte du Mandé. La charte du Mandé, merci. J'avais perdu le nom. Mais ça prouve que on a, à la base, historiquement, quelque chose qui marche. On avait une structure, une souveraineté, une manière de réfléchir, une manière de penser la société qui fonctionnait à tel point qu'on a pris exemple sur nous. Donc, si on part juste de ce postulat, pourquoi on ne revient pas effectivement à se dire, si on a fait des choses qui ont marché par le passé et qu'on a pris exemple sur nous, pourquoi est-ce qu'on devrait copier notre copie? Pourquoi est-ce qu'on devrait copier notre pâle copie même, j'aimerais dire? Parce qu'aujourd'hui, on voit les défaillances du système dans lequel on vit en Occident, etc. etc. Pas pour dire que... quelque part, c'est mieux, etc., etc. Mais encore une fois, on avait un système qui fonctionnait chez nous. Donc, revenir à ça, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir effectivement prendre des décisions qui sont relatives à notre réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une loi qui est votée en France, en Allemagne, en Belgique ou je ne sais pas quoi, etc., elle peut être bien pour cet environnement-là ou pour pour cet environnement, tout simplement. Mais peut-être que ce n'est pas la réalité du Sénégal.
Ou peut-être que ce n'est pas la réalité du Mali, etc., etc. Nous qui sommes là-bas, je dis là, on est en France actuellement, mais qui avons vécu là-bas ou qui comptons vivre là-bas, etc., on connaît ces réalités. On les a vécues, ces réalités. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas nous-mêmes nos décisions pour pouvoir résoudre ces problématiques? Si on prend l'exemple juste de l'éducation, par exemple. L'éducation, aujourd'hui, tu vas partout en Afrique, pratiquement partout. Le système éducatif a été calqué aux colonisateurs. Au Sénégal, le système éducatif a été calqué à la France. Pareil en Côte d'Ivoire, etc., etc. À quelques variables près. Est-ce que ça répond concrètement aux besoins du pays? Pour avoir la réponse, regardons les personnes qui sortent de l'école. Est-ce qu'elles sont employables directement? La réponse est non. Parce que on a un système qui n'est pas, qui ne correspond pas aux réalités du pays. Aujourd'hui, la réalité d'un pays comme le Sénégal, c'est pas d'apprendre à quelqu'un ou d'avoir un bac littéraire. Je ne dénigre pas le bac littéraire, j'ai un bac littéraire. Donc, mais la réalité, tu sors avec un bac littéraire dans la réalité du Sénégal aujourd'hui, tu peux trouver du travail, effectivement. Mais est-ce que tu seras là où tu seras le plus utile réellement pour le pays? Je ne pense pas. C'est mon humble avis, je peux me tromper. Bien sûr, mais on est là pour dire les choses. Mais on est là pour penser, pour dire les choses. Et justement, continue. Et après, ça sera mon tour. Mais vraiment, je pense qu'il est important qu'on dise ce qu'on pense. Exactement. Vraiment. Ouais. Parce que des fois, avec la société dans laquelle on vit, et des fois, on n'ose pas dire certaines choses. Et là, on dit rien de mal, on dit ce qu'on pense. Ouais, et ça permet aux gens de voir, de connecter en fait avec nos visions et tout ça. Donc, non, ce que tu dis, pour moi, c'est très bien. Mais c'était surtout pour insister sur le fait que je peux me tromper, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais c'est vraiment ce que je pense, parce que, voilà, aujourd'hui, la réalité dans nos pays, c'est ça. C'est qu'on a des personnes qui sortent du système éducatif et qui ne sont pas directement employables, ou en tout cas pas là où on a vraiment un besoin. Et moi, je pense que prendre nos propres décisions, c'est aussi repenser comment est-ce qu'on fait sortir notre jeunesse du système éducatif pour qu'elle puisse répondre aux besoins directs du pays. Ça, c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Yes. Ok. Je te retourne la question du coup. Yes. Comment est-ce que toi, tu vois cet aspect-là? Est-ce que c'est important pour toi? Mohamed Sibi, est-ce que c'est important pour toi qu'on prenne nos propres décisions? Ok, après je parlerai du personnage. Pour moi, oui, c'est important. Pourquoi? Est-ce que tu vois, par exemple, un autre pays, que tu as parlé de la France et des autres pays, est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'eux-mêmes qui prennent leurs décisions? Est-ce qu'aujourd'hui, on va décider au Mali, on va décider en Côte d'Ivoire, pour la France, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, etc. Pour moi, il est important d'être autodéterminé. Absolument. D'être autosuffisant. D'être indépendant. Moi, ce qui me dérange, c'est ce truc où aujourd'hui, et malheureusement même la plupart des Africains, c'est vraiment cette mentalité de mendier, de se plaindre, d'attendre. Tu vois, quand j'ai été au Mali, comme je t'ai dit en 2018, c'est ça un peu qui m'a choqué. Je me suis dit, mais en fait, on est là. Et moi, je ne suis pas dans le discours où, oui, c'est les Français, non. Aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce que nous, déjà, on peut faire. Absolument. Parce que jusqu'aujourd'hui, on est là, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Si tu regardes d'autres communautés, comme les Pakistanais, comme les Chinois, est-ce qu'ils parlent? Ils travaillent, ils font le travail. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens de ce peuple ne changent pas eux-mêmes. Absolument. C'est pour ça, moi, je suis plus la mentalité, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Parce que la main qui nous nourrit, là, mais c'est elle qui va décider pour nous. C'est clair. La main qui nous nourrit, là, nous maintient dans un état d'inaction. Et on attend. Donc, moi, il est important qu'on puisse faire les choses par nous-mêmes. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va... Il y a des complications? Oui, ça va être compliqué. Je ne dis pas, comme certains peut-être, de se séparer de la France, de tout ça. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'à un moment, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de tout regarder, de polémiquer, de faire... Tout ça, ça ne sert à rien. C'est du baratin. De rappeler... Les autres, ils ne font pas ça. C'est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que Allah nous a donné, de faire un travail sur soi, parce que changer l'état d'un peuple,
comme j'ai dit, il faut que ça commence par nous, que chacun d'entre nous, vraiment, on fait ce travail-là. Et c'est pas que la politique ou que les entrepreneurs. Non, c'est tout le monde, en fait. C'est nous tous, comment on va faire pour changer l'état de notre continent. Donc moi, je suis vraiment dans l'autodétermination, l'autosuffisance, de pouvoir faire nos propres choix. Parce que dépendre de quelqu'un, mais il va te maîtriser. Clair. Et il va faire ce qu'il veut de toi et de ton pays et de ce qu'il y a. Donc pour moi, c'est très important. Et tu vois, si on parle par exemple d'une figure pour moi qui me parle le plus sur le côté Afrique, moi, c'est Thomas Sankara. Ah, je savais. Hein? Non, vraiment, en fait, j'ai une autre personne qui m'a vraiment impacté dans ma vie, qui est Malcolm X. Je vais parler très vite, rapidement de lui, mais lui m'a impacté par son changement, en fait, de qui il était, le délinquant qu'on appelait Shaitan. Ouais. Tu te rends compte qu'en prison, quand il était en prison, quand il est arrivé, on l'appelait Shaitan. C'est-à-dire, lui, il était contre les religions, tellement il était fou, on l'appelait Shaitan. Et regarde ce qu'il est devenu. Donc, il s'est converti à l'islam, il s'est amélioré, il a changé, il a prêché la parole de Dieu. Après, avec des croyances mystiques. Mais il avait ce souci de sa communauté. C'est pour ça, lui, c'est ce côté-là où tout ce qu'il a fait, il avait le souci de sa communauté. Il avait le souci des Noirs, que les Noirs, ils ont de la valeur. Les Noirs, c'est la création de Dieu. Les Noirs ont du potentiel, ont cette capacité de pouvoir faire les choses par eux-mêmes, de changer, tu vois, il avait vraiment ce souci de tout le monde en plus, hein, des femmes. Il y avait des femmes, par exemple, qui étaient des anciennes droguées. Il avait ce souci-là de les faire sortir de la drogue pour qu'elles puissent vraiment revenir dans la vie normale, de la jeunesse, de tout le monde, en fait. Hein. Et justement, de contribuer à créer des systèmes qui vont permettre aux gens de s'émanciper, de se développer. Donc, Malcolm X m'a impacté sur ce côté-là. Mais si on parle d'un côté Afrique, vraiment, c'est Thomas Sankara. Jeune, déterminé, il sait ce qu'il veut pour sa communauté. Il est en avance. Parce qu'aujourd'hui, on parle de lui. Mais comme lui-même, il le dit à son époque, lui, il savait ce qu'il voulait. Et malheureusement, ce qui a été dommage, c'est que, il s'est passé ce qui s'est passé. Parce que quand il a fait ce qu'il a fait, parce que Thomas Sankara, quand même, en très peu d'années, il a réussi à rendre le Burkina Faso autosuffisant. Incroyable. Il a motivé le peuple à travailler. Il a éduqué le peuple. Donc, ils ont travaillé tous ensemble. Et tu vois, même les Burkinabés, ils sont très contents de Thomas Sankara. Malheureusement, il a influencé. Enfin, malheureusement. Il a influencé les autres Africains. Ils ont commencé à parler. Et il y a tout un stratagème qui s'est fait où on a dû l'éliminer parce que la vision de l'Afrique qu'il avait, incroyable. Elle était incroyable. Et tu vois, il parlait aussi beaucoup de créer nous-mêmes et de pouvoir contribuer, tu vois, à l'impact mondial, de ne pas être dans un côté où on consomme tout. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire quand il parle de l'impérialisme, et il dit, regardez, l'impérialisme, c'est ce qu'il y a dans vos assiettes, en fait. Si tu prends, par exemple, avant les petits déjeuners, moi, j'étais au Mali en 98. Le petit déjeuner en 98, c'était le sombi, le moni, les trucs comme ça. Le dessert, c'était le déguet. Mais aujourd'hui, quand tu vas au Mali, c'est le croissant, c'est le pain au chocolat, c'est le pain avec du beurre, de la confiture, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui change. Et tu vois, aujourd'hui même, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont cette envie et cette volonté de partir du continent, c'est parce que, en fait, ils se disent que mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ce que l'autre fait, c'est mieux. C'est mieux. L'herbe est plus verte ailleurs. Ce que l'autre fait est mieux, c'est plus beau, c'est plus puissant. Et c'est pour ça que Thomas Sankara, c'était même, tu vois, jusqu'au ministre, c'était, hey, vous allez porter la tenue africaine, tu vois. Incroyable. Et c'est pour ça, même moi, par exemple, je porte cette tenue, pour moi, c'est important. Si je l'ai mis aujourd'hui, déjà, c'est une tenue que j'ai faite sur mesure avec une sœur, tu vois, machallah, que Allah la récompense. Ce beau golan-là, ça représente mon pays, le Mali. C'est un truc qui est fait naturellement à la main. Ce beau golan-là aussi, ce tissu-là, il représente aussi la jeunesse, parce que c'est eux qui ont fait ça pour moi, tu vois. Et quand ils l'ont fait, je me dis, je vais faire une tenue et je vais le rajouter. Toujours me rappeler justement de ma mission, d'apporter justement tous les outils possibles pour permettre à cette jeunesse, parce que moi je crois beaucoup à la jeunesse, parce que je suis sûr que c'est eux qui vont contribuer justement au développement de l'Afrique. Absolument. Et donc, tu vois, moi c'est vraiment Thomas Sankara, donc aussi son art oratoire, sa détermination,
L'action. Lui, c'est l'action. Ouais. Lui, c'est vraiment l'action, l'action. Et c'est pas contre les autres, c'est juste, aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses. Absolument. Et il faut que ce soit la communauté qui fasse les choses. Et si on revient par rapport à aujourd'hui, je te repose la question à toi et on va échanger. Justement, aujourd'hui, donc là, on a parlé de personnages, mais qu'est-ce qui te donne envie, en fait, justement, de dire... Parce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est hype. Ah, voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique et tout ça. Et on fait les mondes ça. Et vas-y, c'est juste pour profiter de cette vague. Ouais. Nous, on sait que non, c'est en nous. Et pourquoi c'est en toi, en fait? Comment tu justifies justement cette envie de voir briller l'Afrique? Pour moi, en fait, c'est... je rappelle encore que je suis un blédard. Voilà. Et donc, pour moi, ça va de soi, en fait. Yes. Ça coule de source. Moi, je suis né en Afrique. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi là-bas. C'est ça que je connais. C'est là-bas je connais. C'est ce qu'à l'accent, il revient. C'est là-bas je connais. Donc, pour moi, ça coule de source, au fait. L'Afrique m'a tellement donné. Et je le dis dans le premier podcast même, j'explique un peu le contexte de la guerre en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on a quitté la Côte d'Ivoire, etc. et tout. Et la révélation que j'ai à ce moment-là de me dire, en fait, si je dois faire quelque chose dans ma vie, c'est impacter l'Afrique à travers l'éducation et à travers la connaissance de notre histoire. C'est mon vécu et mon histoire font que, pour moi, ça coule de source. C'est pas... il y a pas c'est pas une construction d'événements qui ont fait que... C'est là-bas ma source. C'est là-bas que je suis né. Mes parents sont nés là-bas. Et donc, je peux pas être né dans un endroit, avoir grandi dans cet endroit et voir tout ce que cet endroit m'a apporté d'un point de vue personnel, dans la personnalité que ça m'a forgé, etc. Et puis, ne pas avoir la volonté de voir cet endroit-là thrive. Comment on dit thrive encore? Réussir, ou en tout cas émerger. Donc, pour moi, ça coule vraiment de source. Et derrière, après, effectivement, il y a eu plusieurs expériences, encore une fois, qui font que, à chaque fois, je me dis, c'est une responsabilité, au fait, de le faire. Encore une fois, j'ai expliqué dans le premier podcast, le fait d'arriver dans un pays qui est le Maroc et de me dire, au fait, on a en tant qu'Africain subsaharien, on a la responsabilité d'être des ambassadeurs de nos pays et de faire en sorte que non seulement on montre une belle image de nos pays, mais aussi de faire en sorte que ces pays-là évoluent, ces pays-là grandissent. Et après, encore une fois, arrivé en France, pareil, cette volonté ou cette fierté de me dire, non, en fait, il faut que je montre de quoi on est capable, les Africains. Faut que je montre qu'on n'est pas là pour s'amuser. Et souvent, je dis souvent blédard, je suis blédard, etc. Certains peuvent prendre ça de manière péjorative, mais moi, je le prends de manière tellement positive quand je dis blédard, parce que c'est une force d'être un blédard. Moi, ça a été une force extraordinaire pour moi. Une force motrice à chaque fois, à chaque étape de ma vie. Et donc, voilà, pour moi, ça coule de source. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Déjà, le fait d'être né là-bas, et aussi on a nos parents. Quand on regarde, par exemple, nos parents, parce que si on dit diaspora, la diaspora, dans la réalité, tu es de la diaspora. Oui, parce que je suis là. Parce que tu es né là-bas et tu es venu. Mais moi, si je regarde, je suis un Français. Dans la réalité, si on prend les vrais termes, je suis un Français. D'origine malienne, bien sûr, il n'y a pas de souci. De père Soninké, de maman Bambara, pas de problème. Mais dans la réalité, si on regarde vraiment sur le mot diaspora, toi, tu es vraiment quelqu'un de la diaspora. Et on remarque justement que la plupart des gens de la diaspora, donc je te mets à la même image que mes parents, il y a toujours cette volonté, consciente ou inconsciente, d'impacter leur pays. C'est ancré. Et dans la réalité, c'est pour ça même qu'ils sont venus à la base. Ouais, bien sûr. Tu vois, peut-être que toi, c'était pas la même chose. Je pense pas que tu es venu pour faire de l'argent, envoyer au bled. C'était pas... Pas pour envoyer au bled, mais
avec toujours une volonté de se dire, je vais pas parce que c'est beau la France, etc. Ouais. Je vais parce que je veux faire quelque chose là-bas pour pouvoir ensuite Voilà, retourner, prendre ce que tu as à vois. prendre Exactement. pour retourner. Et la plupart de nos parents, c'était ça. C'est-à-dire que Absolument. la plupart des gens de la diaspora, et on le voit beaucoup, hein, c'est même eux, si tu regardes réellement, concrètement sur Internet, c'est même eux qui sont les plus actifs. Ouais. Les vrais gens de la diaspora, un Philippe Simo, un Tiang Nyang, ce sont des gens, des vrais gens de la diaspora. Ouais. Et eux, tu vois qu'ils ont cette envie et cette volonté vraiment d'impacter. Et comme tu l'as dit, quand tu regardes un Tiang Nyang qui, lui, sort du village et tout ce qu'il a cheminé, c'est normal que quand il grandisse à un moment, c'est give back. Bien sûr. Parce qu'il connaît l'environnement. Il voit, il a grandi dedans. Ouais. Et c'est, comme tu dis, chez vous, c'est naturel. Maintenant, on va parler de mon cas. Parce que mon cas, c'est pas naturel. Ouais. La plupart des gens, même quand moi, ils me voient, ils me disent, mais toi, t'es trop africain. Tu vois, la dernière fois, j'étais avec un tonton, on travaillait ensemble dans l'import-export. Et je lui disais, oh, il fait froid en France. Et je revenais du Mali. Et je lui parlais de. Ouais, il, dit, c'est ça. il dit, mais toi, t'es né ici. Ça, c'est trop drôle, ça. Moi, je supporte mieux le froid que toi. Il me dit, mais toi, t'es né ici. Comme ci, comme ça. Ouais. Mais j'ai dit, mais tonton, voilà que moi, quand je suis en Afrique, voilà, je me sens réellement chez moi. Même si là-bas, on m'appelle le français, etc., ça change rien pour moi. Ouais. C'est un ressenti. Et comme je te dis, moi, c'est vraiment. 98, je suis allé en vacances. J'étais pas dans tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment 2018, l'état du pays. L'état du pays. Le potentiel du pays. Ouais. Et l'état dans lequel il est. Non, ça m'a choqué. Et tu vois, en regardant mon pays, le Mali, je regarde tout le potentiel qu'il y a, que ce soit les champs, tout ce qu'il y a, et qu'on n'exploite pas ça. Je vois aussi la jeunesse, je vois aussi le monde. Parce que tu sais, quand tu vas en Afrique, quand tu roules en voiture et tout ça, hey, c'est pas la France. Ouais. Il y a du monde partout. Et tu te dis, avec toute cette population, et c'est ça l'état de notre pays, de le voir sous-développé, le pays de mes parents, moi, ça me fait mal. D'un autre côté aussi, j'ai toujours vu mon père qui, lui, toujours, il a essayé de faire des choses au bled. Il a toujours essayé de développer, il a toujours essayé de faire des choses. Même s'il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Mais je pense que ça aussi, tu vois, ça m'a influencé. Mais aujourd'hui, ça revient, en tout cas, moi, je me dis, l'Afrique, il y a du potentiel de fou. Il y a la jeunesse. Il y a toutes les richesses qu'il y a. Il faut qu'on soit capable et en capacité, alors peut-être que c'est fou, mais de pouvoir nous-mêmes, justement, faire le travail. D'arrêter de se plaindre, tu vois, de dire que c'est Assimi Goïta ou ceci, cela. Machallah, c'est très bien ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est pas que lui qui va changer le Mali. C'est tous les Maliens. Et il faut qu'on aime le Mali. Il faut qu'on soit vraiment dans un état de patriotisme. Et je pense que tu vois, le fait d'avoir fait mon passeport aujourd'hui, même si c'est symbolique, c'est un passeport, mais je te jure que ça m'a encore plus donné cette envie et cette volonté de voir mon pays se développer comme il l'était avant, en fait, comme tu l'as dit. Et vraiment, j'y crois. Je me dis, le Mali, avec tout ce qu'il y a comme richesse, tout ce qu'il y a comme personne, on peut le faire. Et aussi, il y a un autre truc, c'est quand tu regardes vraiment les autres pays, comment ils se développent, les autres communautés, c'est la diaspora qui développe leur pays. Ouais. Tu vois, la Chine vont dans le monde, viennent chez nous, développer, créer de la richesse et aller développer chez eux, faire les choses et tout cela. Donc, aujourd'hui, on est aussi beaucoup de gens de la diaspora en France, en Occident et dans le monde. Et c'est comment on fait pour se mettre ensemble et faire les choses. Chacun, on va se développer, on va travailler, Mais pour moi, de voir l'Afrique comme elle est, de voir l'état, je vois l'état du Mali comme ça, et de me dire, oh, mais je m'en fous, je laisse comme ça. Moi, c'est impossible. Tu vois, c'est me dire, même si, peut-être, je ne vais pas voir le Mali au niveau où j'ai envie de le voir, mais de contribuer à son développement, de faire partie des gens qui ont impacté positivement ce pays. Et comme toi, moi aussi, ce qui me parle beaucoup, 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 c'est l'éducation. Et aussi, ce qui me parle beaucoup, beaucoup, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, même là, j'étais en Guinée. Subhanallah, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Parce qu'en fait, il y a une problématique, comme tu l'as dit, par rapport aux jeunes. C'est, OK, je fais le diplôme. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont des diplômes incroyables. Vraiment, des bacs plus 3, plus 6. Ah ouais, là-bas, bac plus 5, ça court les rues. Et ils postulent, en fait, il n'y a pas les tafs derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se présente à eux dans la réalité? C'est l'entrepreneuriat.
Donc, j'ai rencontré une sœur, machallah, qui s'est mis dans la coiffure, un frère qui s'est mis dans la photo. Or, qu'il a un bac plus je ne sais combien en marketing. Mais parce que c'est pas comme en France, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Hey, il faut que tu travailles, en fait. Il faut que tu entreprennes. Tu vois, donc, c'est vraiment ces deux côtés-là. C'est comment aujourd'hui on réussit à travailler sur nous-mêmes parce que aller en Afrique, au Mali, pour le développer, pour contribuer, tout ça, tu viens avec quelque chose. Tu viens avec une expertise, tu viens avec vraiment quelque chose que tu viens pour apporter et de contribuer à cela. Et si on était beaucoup à le faire, que ce soit les gens de la diaspora et les Français un peu plus comme moi, on s'est compris, et qu'on faisait vraiment les choses, mais c'est sûr que le Mali ne serait pas comme ça. Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est de voir, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne font pas le passeport, des gens qui sont vraiment français. Des gens qui vont même jusqu'à critiquer le Mali. J'entends ça. Ouais, mais le Mali, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais il n'y a que nous, les Africains, là, surtout là, les francophones, qu'on pense comme ça de là-bas. Mais si nous, on ne pense pas positif de l'Afrique, si nous, on ne fait pas en sorte d'y aller, de faire les choses, mais qui va le faire à notre place? Ah non, c'est clair. Et ceux qui vont le faire à notre place, mais c'est eux qui vont contrôler, qui vont maîtriser le pays. Donc il y a aussi ce souci-là qu'on fasse attention aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils sont en train de faire les choses. Par exemple, au Mali, il y a un Qatari, il a acheté des hectares au Mali. Le gars, même tellement son truc, il est grand là, il a fait une piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage. Tu vois ce que je veux dire? Les Marocains aussi, ils sont venus, ils sont en train de faire plusieurs usines au Mali. Ils sont en train de travailler la terre là-bas et tout ça. Parce que, on n'a qu'à se dire la vérité, l'Afrique de l'Ouest, il y a une richesse incroyable. Bien sûr. Les terrains, je ne sais même plus combien il y a de milliers d'hectares disponibles. Donc, pour moi, c'est nous, la diaspora, comment on va faire ensemble pour contribuer au développement de nos pays. C'est important. Clairement. Non, je suis entièrement en phase avec toi. Et on en revient au fait à cette phrase, parce que tu fais la distinction un peu, la diaspora des trucs, mais encore une fois, on n'est pas africain parce qu'on est en Afrique, on est africain parce que l'Afrique est née en nous. Et l'influence positive de nos parents qui, eux, ont quitté leur pays, sont arrivés en France, etc., et ont voulu que leurs enfants aient cet amour pour l'Afrique, là, c'est tellement important. Tellement important. Et je pense que c'est ça qui a infusé aussi cet amour que notre communauté a pour l'Afrique, au final. C'est pour ça que ça fait mal à beaucoup de parents. Moi, je parle avec beaucoup de parents quand ils voient leurs enfants, quand ils leur parlent de l'Afrique, du Mali, de la Côte d'Ivoire et tout ça. Ça ne les intéresse pas du tout, ouais. Ah, ça leur fait mal. Ah bah, tu m'étonnes. Ça leur fait très, très mal. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a que nous, les Africains, qui faisons ça. Ça veut dire, on copie tout le monde, mais c'est comme si on n'est pas fiers vraiment de ce qu'on est. Mais si tu regardes les autres communautés, que tu regardes le Pakistanais, tu peux l'insulter matin, midi, soir. Même quand il vient à la mosquée, sa tenue, il te montre que moi, je suis un Pakistanais et je suis fier. Tu vas même à la Mecque, tu regardes toutes les communautés, la plupart, ils sont fiers, ils portent leur tenue, ils portent leurs vêtements et ils sont fiers de représenter ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, pardon. Et sinon, on ne le fait pas, c'est compliqué. Donc, j'incite vraiment tout le monde à se renseigner sur l'Afrique. J'incite tout le monde à retourner dans leur pays, dans le pays de leurs parents, avec leurs parents. Ça va leur faire trop plaisir. Et voilà, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir un autre regard. Et c'est pour ça qu'avec Mansa, ce qui est bien aussi, avec le peu de photos, de vidéos qu'on fait, la plupart, c'est des photos qui sont en Afrique, des vidéos qui sont en Afrique, pour montrer la beauté de l'Afrique. Parce que dans la réalité, l'Afrique, c'est magnifique. C'est beau. Magnifique. C'est incroyable, en fait. Non, c'est clair. Et puis, je pense que c'est un bon moyen aussi de parler aussi d'un autre sujet qui est très important. C'est cette notion aussi de panafricanisme. Puisque, alors souvent, ça peut prêter à confusion quand on parle de l'Afrique, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique de l'Ouest, effectivement, de nos pays, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. et tout. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, est-ce que tu te considères comme panafricaniste? Et si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup? Ouais, moi, je me représente comme panafricaniste. Panafricaniste. Parce que, déjà, moi, c'est... En regardant, tu vois, comme je t'ai dit, des Thomas Sankara, des Kémé Seba, des gens comme ça, de voir ce qu'ils font et pourquoi ils le font, c'est des choses qui m'inspirent. Je me suis toujours renseigné sur l'Afrique. Des vidéos sur l'Afrique, sur le panafricanisme. Marcus Garvey, j'ai acheté son livre là récemment. C'est quelque chose, comme tu as dit, tu ne peux pas l'expliquer. C'est en toi. Et j'ai toujours, dans ma tête, cet amour pour l'Afrique. De voir ce continent-là vraiment briller. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'aussi, il y a un côté
injustice qui a été faite par rapport à l'Afrique, comment ça a été divisé, comment ils ont fait pour pouvoir prendre les ressources et tout ça, ça c'est quelque chose aussi, moi, personnellement, qui me dérange beaucoup. Et le panafricanisme, c'est quoi? C'est vraiment de voir toute l'Afrique autodéterminée, retrouver sa souveraineté et vraiment d'être libre de prendre leurs propres décisions. Ouais. Et je pense que même moi, par rapport à ma vie, moi, toujours, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Tout ce qui va être de pouvoir être libre, de pouvoir faire ses propres choix, ses propres décisions, d'être ce qu'on a envie d'être, pas d'être ce que on a envie que les autres veulent qu'on soit. Ouais. Et surtout, si c'est pour, derrière, en fait, finalement, venir prendre ce qu'ils ont à prendre et nous laisser dans des états dans lesquels, en fait, subhanallah, on continue de descendre. Donc, moi, je me suis toujours vu, et je le suis toujours, c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Je m'habille toujours en africain, j'ai toujours des petits clins d'œil et tout ça, parce que j'aime l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique dans sa globalité. Ouais. C'est un continent qui est magnifique, c'est un continent qui a toujours contribué au développement du monde. Maintenant, c'est juste de retrouver cette souveraineté. Tu vois, de retrouver cette souveraineté. Donc, tu sais, je me posais la question récemment, vraiment de comment j'ai vraiment, si je devais partir de ce monde, qu'est-ce que j'aimerais voir, tu vois, laisser. Ouais. Et c'est vraiment, est-ce que ça sera possible? Allahu a'lam, mais j'ai envie de le voir, c'est vraiment une Afrique qui est unie, en fait. Une Afrique qui est unie et qui fait les choses et qui contribue, qui n'est pas, comme je t'ai dit, en mode mendiant, dépendant, tout ça. Non, c'est vraiment des choses qui me dérangent. Donc, ouais, bah écoute, c'est important de parler de ça parce que, encore une fois, souvent, et c'est normal, on parle beaucoup effectivement d'Afrique, on parle beaucoup d'Afrique noire, de nos pays, etc. et tout, parce que il faut en parler et parce que c'est ce qu'on représente à notre essence. Et c'est important aussi effectivement de rappeler ce panafricanisme parce que pour moi, tu ne peux pas dire que tu aimes l'Afrique si tu aimes juste une partie de l'Afrique. Tu ne peux pas dire j'aime juste l'Afrique de l'Ouest. Ou bien pour moi, il faut aimer toute l'Afrique. Et si on revient d'un point de vue historique même, encore une fois, mais avec le brassage culturel des populations qu'il y a eu, etc., tu ne peux pas dire tu aimes juste l'Afrique, etc., et tout, ou l'Afrique noire, subsaharienne. On est des Africains noirs, subsahariens, très bien. Et c'est notre essence. Mais l'Afrique, c'est un tout, même d'un point de vue historique. Si on prend l'œuvre de personnes comme Cheikh Anta Diop, dans son livre Nation, nègre et culture, où il démontre que dans l'Égypte antique, c'était des Noirs. On démontre clairement à travers son livre que dans l'Égypte antique, c'était des Noirs. Donc aujourd'hui, tu vas dire quoi? Vu qu'aujourd'hui, c'est plus... voilà, c'est l'Égypte comme on le voit aujourd'hui. Du coup, je m'en détache. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu prends un pays comme le Maroc, par exemple, un pays auquel je suis très attaché, ma femme est marocaine, mes enfants sont moitié marocains. J'aime ce pays-là, pas parce que j'ai fait 10 ans. Bien sûr que ça contribue. J'ai fait 10 ans là-bas, ma femme est marocaine, mes enfants sont moitié marocains. Mais historiquement parlant, si on prend le cas du Sénégal, si on prend le cas de la Mauritanie, mais aujourd'hui, tu vas en Mauritanie, tu vas voir les Touaregs, etc. et tout. Et tu vas dans le Sahara du Maroc, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu prends un Sahraoui au Maroc et tu prends un Touareg au Mali, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'histoire du Sénégal et du Maroc, tout le monde la connaît. C'est deux pays qui sont frères, de par leur culture, de par la religion, de par tellement d'éléments. Donc, tu ne peux pas dire, au fait, que tu aimes juste une partie de l'Afrique. Pour moi, tu aimes l'Afrique. En tout cas, il faut aimer l'Afrique dans sa globalité. Et au-delà de tout ce qui pourrait nous diviser. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous diviser. Le racisme, ça peut nous diviser. Et c'est une réalité, il faut en parler. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu du racisme. Tu peux aller dans d'autres pays aussi où tu vas vivre du racisme. Et il faut le dire aussi, il faut avoir le courage de le dire, des Arabes aussi qui viennent en Afrique subsaharienne et qui subissent du racisme. Et vice-versa. Pas pour rentrer dans le débat, mais au fait, il faut aller au-delà de ça. Si on veut vraiment, effectivement, une Afrique qui est grande, qui est forte,
Bah, revenons à notre essence de nos différents empires, nos différents royaumes, qui ont un rapport de force et de respect et qui travaillent et qui collaborent ensemble. Et c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois le panafricanisme, en fait. C'est de me dire, j'aime toute l'Afrique. Ou en tout cas, je veux du bien pour toute l'Afrique. Au-delà de tout ce qui pourrait nous diviser. Et si encore une fois, par rapport à notre spiritualité, on se doit de le faire. Allah nous dit dans le Coran, je vous ai créé en différentes nations pour que vous puissiez vous connaître. Pour que vous puissiez vous connaître. Et donc, même l'essence demande ça, c'est pas de diviser. On l'a répété 1001 fois. C'est pas de se dire, non, on fait ça, etc. Oui, on veut élever la communauté afro-musulmane, mais avec comme objectif de pouvoir créer ce rapport, effectivement, de force et de respect et de créer une Afrique qui est unie derrière pour pouvoir avancer. Donc, je trouvais que c'était important. Ouais. Non, c'est important. Et justement, comme tu dis, de développer justement cette communauté afro-musulmane, parce qu'on a beaucoup de problématiques. On va parler un petit peu de justement, aujourd'hui, le mindset un petit peu et tout ça. Mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, les Mandins, on a envie de contribuer au développement de l'Afrique. On a envie de contribuer au développement de notre spiritualité. On ne veut pas être juste des spectateurs, on est là, on attend. C'est clair. On a aussi envie de créer de la richesse et justement de faire partie de ces gens-là. Quand j'ai été là, par inadvertance, à Casa, la grande mosquée de Hassan II, mes frères, quand tu vois la mosquée, elle est incroyable. Magnifique. Donc moi aussi, je me dis, mais nous aussi, nous les Afro-musulmans, il faut qu'on soit capable de créer ce type de mosquée. Pas pour la concurrence. Non, c'est juste que nous aussi, il faut qu'on fasse partie des acteurs. C'est ça en fait, tu vois. Et comme je le dis depuis le début, moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on ait beaucoup de spectateurs, mais très peu d'acteurs. Parce que c'est vrai, quand tu es acteur, c'est prendre des risques. Quand tu es acteur, c'est avoir potentiellement des difficultés, tu sors de ta zone de confort. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, même par rapport à la spiritualité, on se doit de faire partie des gens qui vont développer la spiritualité, le monde et tout ça. Donc, c'est vraiment ce côté où être acteur. Maintenant, justement par rapport à la communauté, là, si on revient sur nous, c'est que on voit beaucoup de problématiques. On voit beaucoup de problématiques qui fait qu'aujourd'hui, on a certaines difficultés à faire des choses. Et moi, en tout cas de mon expérience, j'ai accompagné plus de entre 1000 et 2000 personnes de la communauté avec qui j'ai échangé en one-one, vraiment. Et je vois qu'on a beaucoup de barrières psychologiques, tu vois. Est-ce que toi, tu as remarqué ça et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela? Ouais, c'est malheureux, mais effectivement, c'est une réalité. Je pense qu'on est très bloqué psychologiquement par rapport à notre propre image de nous-mêmes, par rapport à notre estime de soi, par rapport à ce qu'on pense avoir la capacité de faire, etc. Potentiel. Malheureusement, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont créé cette réalité-là. L'un des facteurs, ça va être l'esclavage. Après, c'est la colonisation, etc. et tout. Pas pour revenir encore sur ces sujets, parce qu'on n'est pas dans le mindset de pleurer par rapport à ça. Bien sûr. On dénonce, mais on avance aussi. On dénonce, mais on avance. On dénonce, mais on avance. C'est important, au fait, de reconnaître ces facteurs-là comme les causes, effectivement, de certains de ces blocages. Mais après, il faut se dire, OK, d'accord, c'est une réalité, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc oui, pour moi, c'est une réalité. On a été conditionné à penser comme ça. Et maintenant, premièrement, il faut pouvoir le reconnaître. Quand je dis le reconnaître, c'est d'un point de vue de la communauté, mais d'un point de vue individuel aussi, de reconnaître cet élément-là de j'ai un certain mindset qui fait que j'avance pas, et c'est ça le problème, et de travailler dessus. C'est important. Ouais. Non, c'est important parce que je le vois, et même, je vais pas parler des gens, on va dire, ouais, ils parlent des gens, je parlais même de moi-même, parce que j'ai été dans cet état-là. Il y a même encore, jusqu'aujourd'hui, certains blocages que je travaille, que j'essaie de dépasser. Mais comme tu dis, déjà, il y a vraiment, dans la communauté, il y a un grand manque de confiance en soi-même, d'accord ?
un manque de tawakkul. Et ça, c'est des sujets qu'on va traiter en profondeur. Ouais. Je te donne l'exemple d'un frère que j'ai eu en contact cette semaine. Et ça fait un moment qu'il a un projet. Ça fait un moment qu'il a un projet qu'il a envie de développer. Un beau projet, tu vois, c'est vraiment de faire une bibliothèque musulmane pour la communauté, et tout ça, en Afrique, et tout ça pour les Africains. Et je lui ai demandé comme ça, en fait, aujourd'hui, ça en est où, c'est comment? Et il me dit, ouais, bah, je doute, je ne sais pas si ça va marcher, donc plein de craintes, plein d'inquiétudes. Donc, il y a beaucoup de peur derrière, hein, peur de l'échec. Il y en a aussi beaucoup, c'est peur que ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Peur que ça marche, peur de briller, tu vois. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu vois, peur de briller. Moi, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai rencontrées dans ma vie, tu vois. Peur de briller, du regard des autres. Nous, de notre communauté, le regard des autres, il est très impactant Bien sûr. énormément. Et donc, par exemple, rapidement, je lui dis, mais écoute, mon frère, là, par rapport à ton projet, tu sais ce que tu as fait, tu veux faire, tu as fait un logo, tu as fait un site, tu as tout fait. Tu sais pas si ça va marcher, et tu doutes et tout ça. Et je lui dis, mais en fait, il faut que tu passes ta confiance en Allah, en fait. Si ton truc, il est bien, tu me dis, il y a des livres spirituels, tu as envie de vraiment enseigner, transmettre, partager les connaissances et tout cela, à un moment, il faut que tu fasses preuve de tawakkul. Donc, toi, tu sais ce que tu veux, tu avances, tu places ta confiance en Allah et tu acceptes les résultats. S'il est positif, tant mieux. S'il est négatif, tant mieux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et encore, positif, négatif, c'est... Bon, t'en parleras, toi. Hein. Ouais. C'est subjectif. Hein. Tu sais, il y a ce côté où tu disais, bah, en ce moment, je suis avec toi un petit peu, on se forme à Productive Muslim. Il y a ce côté où, en fait, finalement, dans le résultat, soit c'est le choukr, je suis dans le remerciement, ou soit je suis dans le sabr. Et je recommence, mais je te laisserai en parler plus en profondeur. Et donc, et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça. Et moi, j'étais dans cet état-là où vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de peur, le regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, hein, qu'il y a un gros travail à faire sur nos mentalités. Tu sais, il y a même on est très, je vois beaucoup, on craint notre frère. On a une image négative de l'Africain même, du noir. Tu vois, une vision de nos frères et sœurs, des fois, qui est erronée. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. Ou quand on voit un frère faire quelque chose, il y en a qui vont, malheureusement, par jalousie, par plusieurs maladies du cœur, tu vois, il y a vraiment tout un travail à faire, qui vont faire des choses contre la personne. Donc, moi, j'avais envie d'appuyer sur ce sujet-là, mais après, c'est des trucs qu'on va traiter justement à travers les prochains épisodes. Mais vraiment qu'il y a un gros travail à faire sur notre état d'esprit. Il y a un gros travail à faire sur notre spiritualité, sur notre connaissance d'Allah, sur notre tawakkul, le fait de placer notre confiance en lui et d'avancer, de faire les choses. Parce que on peut dire, ouais, mais c'est fou, ces mecs-là, ils viennent, ils sont là, ils sont dans un podcast, ils s'habillent, ils disent ouais, qu'ils veulent contribuer au changement de l'Afrique et tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut que, justement, on ait cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'avec lui, tout est possible. C'est pour ça que la spiritualité est importante, c'est de se dire, peu importe ce que j'ai envie de faire et de réaliser dans ma vie, avec Allah, tout est possible. Et aussi, pourquoi c'est intéressant avec la spiritualité? Parce que tu vas te nettoyer, en fait. Tu vois, l'un des objectifs aussi de la spiritualité, c'est de se purifier de toutes ces maladies, parce qu'il y en a beaucoup. La jalousie, la haine, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que, justement, tu vas te nettoyer de tout ça? C'est la purification. Donc, le rappel d'Allah, le Coran, la sira du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que il faut qu'on se développe vraiment ce côté spirituel, tawakkul, sabr, shukr, toutes ces choses-là, se purifier. Et d'un autre côté aussi, notre développement personnel sur le côté vraiment la programmation de notre cerveau. Tu vois, moi, j'aime beaucoup la PNL, je m'intéresse beaucoup à cela. Et de voir, en fait, justement, comment on peut être en action. Parce qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on a besoin, c'est des gens d'action. C'est clair. Mais pour être en action, il faut avoir conscience de soi. Conscience de son potentiel. Comme tu dis, wallahi, moi, ce qui me frustre le plus, c'est de voir cette communauté. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je vois le potentiel qu'on a, un potentiel incroyable. C'est ce qui fait qu'on est là et qu'on y croit et qu'on avance, c'est qu'il y a un potentiel incroyable. Malheureusement, il y a des barrières, il y a des choses qui ne vont pas. C'est travailler sur ça pour pouvoir justement, par la suite, contribuer au développement de notre communauté et de l'Afrique. Ouais, non, clairement. Et puis, peut-être pour terminer sur ce sujet, c'est le mot que tu as... Le mot qui est important, effectivement, c'est mindset, tu vois. Parce que, pour le lier, effectivement, à la spiritualité, le tawakkul, par exemple, c'est l'un des mindsets... C'est le mindset par excellence du musulman. Du musulman pour passer à l'action. Tu vois? Clairement. Moi, excuse-moi, quand j'entends un musulman, il dit « Ouais, je sais pas si... qui doute, qui a peur », il faut que la personne se dise que, en fait, il y a un manque de spiritualité, que tu le veuilles ou pas.
Il y a quelque chose là, à un moment, là, en tout cas, dans l'état dans lequel tu es actuellement, vérifie ta relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Parce que celui qui est avec Allah, il est confiant. Ouais, c'est clair. Et au fait, si tu veux, ça en revient, et je pense que ça peut être même la source du problème, c'est que souvent, on n'arrive même pas à... Au fait, on ne sait pas qui on est, réellement. Et quand je dis qui on est, tu vois, c'est comment est-ce qu'on se définit en tant que soi, notre personne, notre nafs. Notre nafs. C'est quoi, au fait? Tu vois. Et je pense que en comprenant effectivement c'est quoi notre nafs, tu vois, quand on comprend que le nafs, en fait, il est composé de la partie physique et puis tu as la partie spirituelle qui est l'âme. Et quand tu explores effectivement ces aspects du nafs et que tu en arrives à la conclusion au fait que pour se connaître soi-même, ou en tout cas pour être la meilleure version de nous-mêmes, c'est revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et être le meilleur serviteur d'Allah qu'on peut être. Quand tu pars déjà de ce postulat-là, après tout le reste est facile. Yes. Le mindset vient, l'action vient, tu te détaches du résultat. Soit le résultat est positif, alhamdoulilah, soit le résultat n'est pas celui que tu attends, alhamdoulilah ala kulli hal. Et tu refais le process. Et ce qui est intéressant dans ce process que j'ai expérimenté, c'est que c'est là que tu te développes. Ah, de ouf. Et c'est là où, wallahi, plus tu as cette envie, parce que c'est ça en fait ce que tu veux dire et la finalité, c'est un des versets que Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Yarbudoun. On en a déjà parlé et c'est vraiment aussi cette notion de serviteur. Et je pense que d'aller vers cet objectif-là, justement, de faire ce process-là, eh ben, ça t'améliore, ça te développe et tu deviens une lumière. C'est clair. Et Dieu n'a pas besoin qu'on se mette à son service pour lui. Mais comment on peut potentiellement le mieux servir, en tout cas servir Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, les êtres les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont profitables aux autres. Et en fait, finalement, quand tu fais ce travail sur toi, quand tu te développes, quand tu travailles sur ton nefs, sur ton tawakkul, sur ton sabr, tous ces éléments-là, tu vas devenir une lumière pour les autres. Clair. Et en te développant, c'est là que tu contribues aux autres. Et wallahi, plus je fais ce travail-là, plus j'avance, plus je me développe, plus je vois que je peux contribuer à la communauté, aux autres et au monde. Donc on va finir par ça, mais c'est important. C'est très important et je vais finir peut-être par une question, on verra pas. Ouais. Est-ce que tu es en train de dire que pour impacter positivement l'Afrique, il faut d'abord qu'on se développe nous-mêmes et qu'à travers notre développement spirituel, on pourra aider les autres. Oui. Et lorsqu'on aide les autres, du coup, on développe l'Afrique. Exactement. Masha'Allah. Exactement. Et tu vois, je l'ai expérimenté parce que j'ai passé plusieurs phases dans ma vie où des fois, je suis vraiment dans un travail sur moi et j'avance et je chemine. Et des fois, pas du tout. Et je sens la différence, tu vois. Et même l'impact que je peux avoir. Tu vois, plus tu es connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es dans ce travail de développement de toi, eh ben, je te jure, plus tu peux impacter, plus tu peux vraiment faire les choses. Quand même, de mon cheminement, ce que je vois qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut toujours continuer d'être dans ce process. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, à un moment, j'étais dans vraiment ce process-là. Moi, je calculais personne. C'est-à-dire, vraiment, j'étais dans mon Coran, j'étais dans mes trucs. Et après, machallah, alhamdoulilah, Allah m'a facilité, j'ai commencé à donner. Et la problématique qui s'est passée, c'est que j'ai donné sans continuer, moi, mon cheminement. Parce qu'en fait, il ne s'arrête pas ton cheminement. Ton cheminement, toi, il continue. Et donc, Mais c'est la base, Malik. C'est-à-dire que tout va commencer par nous-mêmes. Absolument. Avant même de... Tu sais, des fois, ce qui est problématique, c'est qu'on voit des problématiques dans le monde et tout ça, et on a envie de développer, de faire cela, mais tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie. Tu peux vouloir, mais si on a vraiment envie de changer l'état de notre communauté, ça va vraiment commencer par nous. Absolument. Ça va vraiment commencer par se regarder en face, Malik. Tu sais, Malik, wallahi, j'ai regardé mes peurs. Et jusqu'aujourd'hui, j'en ai, je ne dis pas que je suis parfait. J'ai regardé mes peurs, mes doutes, mes manquements. Je me suis formé, j'ai travaillé dessus. Tu sais, ne pas être timide aussi, ne pas hésiter à aller vers l'autre, poser des questions. Et c'est pour ça aussi, cette notion d'être ensemble, elle est importante parce que peut-être qu'aujourd'hui, dans notre communauté, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir des psychologues, des trucs comme ça et tout ça.
Mais déjà, le fait d'être dans une communauté où tu peux parler, échanger avec des frères et sœurs qui sont bienveillants, ne serait-ce que ça peut tout changer pour toi. Clairement. Ça peut tout changer pour toi. Et donc, avant de penser, justement, et c'est un message que je fais un rappel pour nous-mêmes, à moi-même aussi, à vouloir changer l'état de notre communauté et du monde, il faut d'abord qu'on change notre état. Et Absolument. plus on va changer notre état, et plus ça va, en fait, Ça va être naturel. Ça va être naturel. Naturellement, tu vas parler, tu vas donner, et ça va contribuer. Donc, Inch'Allah. contribuer à notre développement, parce que c'est de notre développement qu'on va pouvoir développer les choses. Et si on ne le fait pas, en fait, pour moi, c'est égoïste. Parce que en ne faisant pas ce travail-là, eh ben, tu deviens quelqu'un qui pénalise l'humanité. Entièrement d'accord avec toi. Et je pense que pour faire un teaser des prochains épisodes, Yes. on a un nouveau format Yes. qu'on est en train de préparer. Un Oui. format un peu plus individuel. Et je pense qu'à travers ce format, on va commencer effectivement à donner quelques clés du coup de comment travailler effectivement sur ce développement personnel à travers la spiritualité. Exactement. Et je pense qu'il y a 2 axes principaux sur lesquels on va se Yes. pencher. Exactement. Monsieur Tawakkul. Tawakkul. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Clairement. Et je pense que on a besoin de partager effectivement ces éléments-là. Et moi, humblement, alhamdoulilah, depuis ces derniers mois, comme je l'ai dit, je me suis beaucoup intéressé au concept de la baraka à travers The Productive Muslim Company. Et donc, l'objectif, ça sera de partager un peu, du coup, Yes. ce concept qui souvent paraît un peu vague de la baraka, mais en quoi c'est important pour nous-mêmes, notre développement, et comment on peut avancer avec, comment on peut infuser de la baraka dans ce qu'on fait. Donc, Yes. Inch'Allah. Ouais, on va faire, comme tu as dit, une série d'épisodes comme ça. Je pense que, voilà, dans la finalité, nous, ce qu'on veut, c'est développer la communauté. Et on sait que ça va passer par aussi le business, l'entrepreneuriat. Mais pour ça, il te faut un tawakkul très puissant et il te faut de la baraka. absolument. Si tu n'as pas ces 2 éléments-là, peu importe ce que tu fais, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Donc, Inch'Allah, ça fait plaisir en tout cas. On voit qu'à Yes. travers le podcast, on avance, on chemine. Alhamdulillah. Et puis, voilà quoi. Écoute, toujours un plaisir. Yes. Au prochain épisode, Inch'Allah. Inch'Allah. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته